Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux en ce moment devant vos postes récepteurs téléviseurs pour suivre ce magazine spécial fiscalité et développement consacré aux réformes fiscales. Baron, lui, homme politique français, 5 fois ministre des Finances à l'Hexagone, disait « Faites-moi des bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances ». C'est le cas de les dire aujourd'hui en République démocratique du Congo parce que les législateurs viennent de mettre à la disposition de l'administration fiscale des textes de loi qui consacrent ainsi des bonnes politiques en matière de finances publiques et nous osons croire que les finances publiques, la bonne gouvernance seront au rendez-vous. Pour parler de ces réformes, combien importantes, parce que nous allons parler ici des nouveaux impôts qui ne sont pas nouveaux comme tels, parce que ça existait, mais on les a vraiment retravaillés pour nous permettre de mobiliser davantage les recettes dans ces domaines. Nous avons fait venir sur ce plateau le directeur de la législation fiscale à la DGI, les professeurs également de droit public, Mboko Djandima. Bonjour directeur. Bonjour. Soyez les bienvenus. Je rappelle ici que vous êtes non seulement directeur de la législation au niveau de l'administration fiscale et professeur de droit public, vous avez écrit un ouvrage qui fait autorité en République démocratique du Congo dans ces domaines. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter également celui qui m'a formé. Le tout premier jour que je suis arrivé à la Direction générale des impôts, il y a de cela 28 ans aujourd'hui, c'est lui qui m'avait reçu dans son bureau, où il se trouve encore, et il m'avait appris c'est quoi la législation fiscale. Donc, le magazine Fiscalité et Développement que vous suivez aujourd'hui avait une autre appellation au début. Ça s'appelait la législation fiscale au service de la nation. Donc, c'était les résultats de l'entretien que j'avais eu avec le directeur Mboko Djandima, suivi de ce qu'on a appelé fiscalité et reconstruction, et aujourd'hui, fiscalité et développement. Ceci dit, directeur, nous allons parler avec vous de l'impôt sur les sociétés, IS, mais également de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP. Deux impôts très importants qui vont permettre à notre pays de maximiser les recettes fiscales. D'entrée de jeu, dites-nous un peu, est-ce que vous pouvez nous donner la genèse de ces impôts, ou de ces réformes, voulais-je dire? Merci Jérôme de l'invitation que vous avez faite à la Direction générale des impôts de pouvoir communiquer sur la réforme de la fiscalité directe. Nous pouvons dire que la structure de la législation fiscale remonte à l'année 1969. Au cours de cette année, il y a eu publication de ordonnances lois qui ont porté sur les impôts réels, sur les impôts cédulaires sur le revenu et l'impôt sur le chiffre d'affaires. Le gouvernement, en 2002, a pu mettre en application son programme économique, Le PEG. le PEG. Programme économique du gouvernement. Et à partir de ce programme économique du gouvernement, il y avait le volet modernisation de l'administration et modernisation de la législation fiscale. On ne pouvait qu'aller progressivement. Les ordonnances loi de 1969 avaient comme caractéristique d'avoir les règles d'assiette et les règles de procédure. Ces règles de procédure étaient éparses. Donc il fallait d'abord procéder à l'uniformisation, à l'unification de règles de procédure. C'est comme ça qu'en 2003, une année après, on a réussi à réformer les procédures fiscales. En 2003. Par la suite, il fallait entamer la réforme de la fiscalité indirecte.
indirecte par le remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires par la TVA, oui. La taxe sur la valeur ajoutée. Le CA a cédé la place à la TVA. Exactement. Donc, on a eu la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée en 2010, mais appliquée concrètement en janvier 2012. Cette réforme continue à se consolider. Et dans le cadre de la consolidation de la réforme de la fiscalité indirecte, il y a aujourd'hui la réforme de la facture normalisée par l'introduction des dispositifs électroniques fiscaux à partir desquels on doit émettre les factures normalisées. Donc la facture est un élément essentiel dans le cadre de la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée et globalement sur les prélèvements des droits. En 2023, en novembre 2023, le chef de l'État actuel a promulgué la loi qui institue l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. En fait, c'est la réforme, l'aboutissement maintenant de la réforme de la fiscalité directe. Le Parlement a donné au gouvernement et à son administration, donc la Direction générale des impôts, un délai de 24 mois pour préparer la mise en œuvre de cette réforme. Et pendant les 24 mois qui vont s'épuiser en décembre 2025, pendant ces 24 mois, l'administration a d'abord assuré la publication de la nouvelle législation au niveau du journal officiel pour obtenir l'opposabilité à l'information à tous. Dans le processus de mesures d'exécution, la Direction générale des impôts, sous l'encadrement du ministère des Finances, a travaillé aussi avec d'autres administrations, notamment l'inspection générale des finances, le conseil permanent de la comptabilité et aussi la Cour des comptes. Effectivement, la Cour des comptes également a participé à ce processus, mais aussi l'Ordre national des experts comptables. La FEC aussi a été impliquée également dans ce processus, dans les échanges et les discussions pour finaliser et préparer ces mesures d'exécution qui ont été largement sanctionnées par des arrêtés ministériels du ministre des Finances. Il y a aussi un arrêté interministériel entre le ministre des Finances et le ministre des Affaires foncières. Il y a aussi un décret qui donne le cadre général de la réévaluation légale des actifs immobilisés des entreprises sanctionnées par son Excellence, Madame la Première ministre. L'arsenal juridique est au grand complet pour booster ces deux réformes. Exactement. Donc, tout l'arsenal est là. Donc, toutes les mesures d'application existent. Et ces mesures d'application ont été aussi diffusées au niveau du pays par la publication au niveau du journal officiel. Donc, il ne reste que l'appropriation de ces textes par les peuples congolais que nous sommes. Exactement. Bon, le processus d'appropriation, d'abord interne, au niveau de l'administration, la Direction générale des impôts a déjà procédé à la formation des formateurs, ceux qui vont former les autres agents impliqués dans l'application de la nouvelle législation. Et ces formateurs qui ont été formés viennent de tous les services opérationnels. Donc toutes les directions provinciales, la direction urbaine des impôts de Kinshasa et aussi de l'inspection des services. De telle sorte que, avec ce noyau de formateurs formés, on peut maintenant former l'ensemble des agents en interne. Mais en ce qui concerne les opérateurs économiques, puisqu'on a travaillé avec l'ONEC, donc les experts comptables, on a travaillé avec le CPCC,
il n'y a pas suffisamment de craintes. Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Oui, oui. Donc il n'y a pas suffisamment de craintes parce que l'application de la législation au niveau des entreprises se feront essentiellement par les conseils, donc les comptables, les experts comptables, par les conseils fiscaux, etc. C'est eux qui vont faire les états financiers, voilà. Les états financiers et qui vont être vraiment mis à contribution. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas suffisamment de craintes. Mais comme on a démarré aujourd'hui d'en parler encore davantage au niveau des médias et qu'il y a un plan de communication qui va être mis en œuvre et être intensifié au niveau de l'ensemble du pays, on ne peut pas avoir de crainte que la population ne sera pas suffisamment informée et préparée donc pour cela. Monsieur le directeur Mboko, c'est pour quand les lancements de ces travaux de vulgarisation, de cette grande campagne sur les réformes que vous êtes en train d'implémenter? Le plan de communication de cette réforme est déjà mis en œuvre par l'administration. Le lancement officiel de la campagne de sensibilisation vient d'intervenir le 11 septembre par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et cette action de communication, d'information du public et de l'ensemble des opérateurs économiques concernés va continuer tout au long de l'année 2025 pour préparer l'application de la réforme le 1er janvier 2026 et va se poursuivre pendant au moins 2 ou 3 ans de telle sorte que la réforme soit consolidée dans l'esprit de tous et amener l'adhésion de tous à l'application de la réforme de la fiscalité directe. Bon, c'est une très bonne chose parce que nous sommes dans ces pays, on a constaté que les gens avaient perdu la culture de payer les impôts. On se souvient déjà en 2001, 2002, parce que vous avez fait allusion au programme économique du gouvernement, ce pays n'avait qu'un budget de 300 millions de dollars américains. On allait voter le budget d'ailleurs à Lubumbashi, mais au jour d'aujourd'hui, la DGI est en train de mobiliser parfois par mois plus d'1 milliard de dollars. Dites-nous maintenant, comment les choses vont se passer? Parlez-nous des cadres. Hein? Comment les choses vont se passer? Comment vous préparez cela à l'interne? Au niveau interne, l'ensemble des services centraux sont donc mobilisés pour que ces services stratégiques puissent prendre en main les aspects de la réforme. Il y a le service qui s'occupe de la communication, qui prend les aspects de communication. Déjà, il y a des dépliants préparés pour ça. Il y a des affiches dans la ville. Hein. Il y a les affiches, les banderoles, les spots, donc les communications des émissions radio-télévisées comme cette émission ici. Et ce programme, ce plan de communication va se déployer davantage dans le pays et va se poursuivre pendant beaucoup de temps dans le cadre de la consolidation de cette réforme. Au cœur d'un Congo en pleine mutation économique, chaque réforme compte. Aujourd'hui, notre nation franchit une étape majeure. Moderniser notre fiscalité pour la rendre plus simple, plus équitable et plus efficace. Bientôt, à partir du 1er janvier 2026, la réforme de la fiscalité directe devient réalité. L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques seront désormais instaurés comme impôt global, remplaçant les systèmes d'imposition cédulaire des revenus. Message de la Direction générale des impôts. Au niveau de la formation, les formateurs en matière d'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des personnes physiques ont été formés. On a également associé dans ce cadre-là des formateurs, également les délégués du conseil permanent de la comptabilité pour des aspects comptables éventuellement. Alors, ce noyau va assurer maintenant la formation approfondie. La formation approfondie des vérificateurs polyvalents, des gestionnaires des comptes, des instructeurs du contentieux,
la formation approfondie également des agents des services techniques qui sont en charge de la législation, qui sont en charge de la communication, qui sont en charge de l'assiette. Donc, tous ces services techniques qui vont prendre en main la mise en œuvre de la réforme. Donc, les agents seront également formés dans le cadre de la formation approfondie. Il y aura également la formation initiale pour donner l'information largement à l'ensemble des agents des impôts, même s'ils ne sont pas impliqués directement dans l'application de la législation concrètement comme telle. Alors, le service qui s'occupe des répertoires continue à travailler pour que on puisse avoir des répertoires plus actualisés pour l'ensemble du pays et l'ensemble des services, de telle sorte que on puisse avoir un répertoire des sociétés. Bien entendu, le répertoire reste dynamique, comme vous venez de le relever, le répertoire reste dynamique. L'actualisation doit se faire au jour le jour, en fonction des entrées, des entreprises. Toutes les sociétés qui sont créées, toutes les richesses. Exactement. Et les sociétés qui disparaissent aussi. Oui. Donc c'est ce qui explique ce dynamisme-là du répertoire. Mais je voulais dire qu'il faut qu'il y ait un répertoire des sociétés, des personnes morales, pour l'application de l'impôt sur les sociétés. Et il faut un répertoire des personnes physiques et des particuliers pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Absolument, on doit distinguer les répertoires pour permettre une application aisée de la nouvelle législation au niveau de nos services opérationnels. Et ce travail est en cours pour l'année 2026, parce qu'on commence à appliquer la nouvelle législation en janvier 2026, le 1er janvier. Pour l'année 2026, on peut penser que ce travail de répertoire va encore se poursuivre, parce que les premières déclarations annuelles que nous devons avoir, ça sera en 2027. Mais en 2026, on aura des retenues, des acomptes, des prélèvements spécifiques en rapport avec cette réforme de la fiscalité directe. Directeur, à vous entendre parler des répertoires, il y a une question qui me brûle les lèvres tout de suite. Je me dis, est-ce qu'avec ces réformes, vous allez corriger les contrastes que nous vivons dans ces pays? Nous avons 120 millions de citoyens congolais, mais avec un répertoire de la DGI qui signale seulement 200 000 contribuables, personnes physiques et morales confondues. Est-ce que c'est pour élargir de manière automatique l'assiette fiscale que vous déployez autant d'énergie? C'est dans ce sens-là, vous avez totalement raison. L'impôt sur le revenu des personnes physiques devra permettre un élargissement de l'assiette fiscale, parce qu'il faut que tous ces personnes physiques qui ont des activités puissent être dans ces répertoires. Et en dehors, à travers le NIF tout naturellement, mais en dehors de ceux qui ont des activités professionnelles, comme telles, donc les activités d'abord commerciales, les personnes physiques qui ont des activités commerciales, et les autres personnes physiques qui ont des activités non commerciales, qui sont dans les professions libérales, qui sont dans les ordres professionnels, les artisans, etc. Tout ce monde sera répertorié et suivi par nos services, parce que la réforme des structures qui a été conçue dans le sens de prendre en charge l'ensemble des personnes physiques. C'est donc tout le monde. Le répertoire de 200 000 que vous venez d'indiquer sera totalement dépassé, oublié. Parce que toute personne adulte, majeure, devra être répertoriée et aura l'obligation de faire sa déclaration annuelle de tous les revenus. Quelle que soit la catégorie de revenus, il faut que la personne puisse faire sa déclaration. Mais ça va arriver. À partir de 2027, ça va arriver pour que chaque citoyen puisse avoir le devoir de faire sa déclaration annuelle comme ailleurs. Et l'effort
de cette réforme, c'est de moderniser donc, le système fiscal, de moderniser et d'avoir une législation comparable avec les autres systèmes fiscaux des autres pays dans la région. Ce sont des grandes innovations, directeur. Est-ce qu'il y a un moyen de nous donner le parallélisme ou bien la différence qui existe entre cet impôt sur le revenu des personnes physiques, avant bien sûr de passer à la pratique, entre cet impôt des revenus des personnes physiques et l'ex-impôt personnel minimum auquel on était habitué, nos arrière-parents, parce que on ne l'appliquait plus ici. Vous avez ajouté quoi? Vous avez innové quoi? On peut dire que l'impôt sur le revenu des personnes physiques récupère cet impôt minimum que vous avez évoqué, mais au-delà de cet impôt minimum, ça prend également en charge l'impôt professionnel sur les rémunérations que nous connaissons, donc l'IPER, ça prend en charge l'impôt mobilier, que nous connaissons. Donc cet impôt devient moderne. Donc c'est un impôt global. C'est un impôt global avec des catégories de revenus. Donc c'est un impôt global et la base, le taux est appliqué sur l'impôt ou le revenu net global. Mais c'est plusieurs catégories de revenus. Il y a les revenus salariaux, il y a le revenu des capitaux mobiliers, il y a les bénéfices des différentes activités, des activités industrielles, commerciales, immobilières, artisanales. Il y a les plus-values des personnes physiques qui n'existaient pas, qui est intégré pour que quand il y a des cessions de biens mobiliers ou de biens immobiliers, même des titres. donc notamment, même des titres, s'il y a une plus-value qui se dégage, cet impôt ici, l'impôt sur le revenu de personnes physiques, va s'appliquer afin que l'administration puisse prélever l'impôt là-dessus. Donc c'est un impôt plus large qui a absorbé les différents prélèvements sur les personnes physiques qui existaient au départ. Donc finalement, sur l'imposition des revenus de manière globale, parce que l'imposition des revenus, c'est ce qu'on appelle la fiscalité directe. Donc l'imposition des revenus, on a deux impôts. L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les personnes physiques. Et qui rassemble en fait l'ensemble des revenus. Que vous soyez une société ou vous soyez une personne physique. Donc, directeur, si je vous comprends très bien, là, avec ces réformes, le gouvernement vient de déployer, de jeter dans la mer deux grosses nasses pour capter les gros et les petits poissons afin que la moisson soit abondante, afin que les recettes deviennent vraiment nombreuses et donner à l'État les moyens de sa politique. Donc, on peut dire, avec ces réformes, plus personne ne va échapper au fisc. Surtout les personnes majeures. En principe, dès que vous êtes majeur, vous avez des revenus, c'est ça, vous avez des revenus, vous avez l'obligation de faire la déclaration et de pouvoir payer l'impôt. De telle sorte que il n'y aura plus personne à être en marge de la fiscalité. Et cette réforme, en fait, renforce le civisme fiscal. Ça renforce le civisme fiscal et ça va renforcer également le sentiment de citoyenneté. De telle sorte que les citoyens peuvent être exigeants vis-à-vis des dirigeants. La redevabilité. Donc, c'est ce lien-là du patriotisme, de citoyenneté et du civisme fiscal qui est pris en charge par cette réforme de la fiscalité directe. Alors, passons maintenant aux exemples concrets. Directeur, vous êtes professeur d'université, nous voulons que cette émission soit pédagogique. Si vous pouvez nous donner quelques exemples en ce qui concerne l'impôt des revenus, sur les revenus des personnes physiques et un exemple aussi sur l'impôt des sociétés, pour que les gens comprennent comment ça va se passer concrètement sur le terrain.
D'abord pour l'impôt sur les sociétés. Oui, parce que c'est le plus grand. Oui, cet impôt remplace l'impôt sur le bénéfice et profit qu'on connaissait. Oui. Et ça prend aussi en charge l'impôt mobilier qu'on connaissait au niveau des sociétés. Dont les recouvrements posaient problème. Oui, oui. Donc ça prend en charge ces deux types d'impôts. Oui. Toutes les sociétés sont concernées. Toutes les sociétés commerciales. Petites, moyennes et grandes. Toutes les sociétés. Donc c'est un problème de forme juridique. Donc toutes les sociétés sont concernées et largement aussi toutes les personnes morales qui ont une activité lucrative. Ils sont donc concernés. Donc les sociétés commerciales du secteur privé concernées, les entreprises publiques sont concernées, et surtout avec la réforme de 2008 au niveau des entreprises publiques, toutes les entreprises publiques sont des sociétés commerciales et sont concernées. Il y aurait également les établissements publics. Certains établissements publics peuvent être concernés en fonction de leurs activités, en fonction de leur statut. Il y a aussi les ONG et les établissements d'utilité publique qui sont par principe non concernés, mais seront concernés s'ils ne remplissent pas les conditions exigées par la réglementation. Et pour les établissements... Comme redevable légal, par exemple. Oui. Non, je parle de l'impôt sur les sociétés. Oui. Donc, c'est quand ils réalisent des activités, qu'ils réalisent quand même des activités et qui produisent des revenus, donc ils peuvent être passibles de l'impôt sur les sociétés. Et pour garantir l'action de l'administration, on a prévu dans l'arsenal la délivrance de l'attestation d'exemption. Donc ça ne sera pas seulement par principe, il suffit seulement que vous disiez vous êtes ONG, vous êtes fondation. Il faut venir présenter les documents à l'administration, obtenir une attestation d'exemption, mais au cas par cas, pour chaque exercice fiscal, lorsqu'il y a contrôle, on doit vérifier le respect des conditions, si ces conditions sont respectées pour être exempté de l'impôt sur les sociétés. Il y a aussi les établissements d'enseignement national, notamment les établissements d'enseignement dans le secteur privé. Il n'y a pas d'exemption de principe. L'exemption de principe ne concerne que les établissements d'enseignement privé qui sont exclusivement dans l'enseignement technique, dans l'enseignement professionnel et dans l'enseignement spécial, tel que défini par la loi cadre sur l'enseignement. Donc, on devra vérifier qu'il s'agisse aussi des autres associations. S'il est démontré que vous avez des revenus et qu'il y a des revenus à poursuivre, donc il y a possibilité également d'avoir l'impôt sur les sociétés. Donc la terminologie, c'est l'impôt sur les sociétés, mais c'est au-delà des sociétés commerciales, au-delà des sociétés. Donc ça prend également les autres personnes morales de droit public comme de droit privé qui peuvent également être concernées. Alors, professeur, vous venez là de nous expliquer l'impôt sur les sociétés, en tout cas des innovations très importantes, même les ONG, et tout le monde fera patte blanche. Plus question de se cacher derrière le doigt comme par le passé. Je suis ONG, je suis exonéré, exempté. On doit fouiner pour savoir qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous avez des revenus? Est-ce que ces revenus peuvent être imposés par l'administration fiscale et on vous attribue une attestation? Alors, concrètement, y a-t-il des exemptions et des exonérations après toute la mise en pratique de toutes ces réformes? Dans ces domaines-là, oui, on est dans l'impôt des sociétés. Il y a des exemptions. Je crois l'avoir dit, mais je dois reformuler. Donc, l'État lui-même est exempté, parce que l'État ne mène pas une activité
donc lucrative. L'État, c'est vous, c'est moi. La province Oui. est exemptée. Oui. Les entités territoriales décentralisées sont Oui. exemptées, Oui. en principe. Les organismes publics qui n'ont comme ressources que des dotations budgétaires, des subventions, donc des dotations budgétaires, sont également exonérés. Il y a aussi, donc exemptés, pardon. Il y a aussi les établissements de l'enseignement national, du secteur public, les établissements de l'enseignement du secteur privé. Mais pour le secteur privé, il faut bien voir la forme de l'activité. Parce qu'il y a effectivement. Donc il faut voir la forme de l'activité, si ce n'est pas une activité commerciale, etc. Donc on va vérifier. Mais là où il y a l'exemption, c'est pour les établissements d'enseignement privés qui sont exclusivement dans l'enseignement technique, dans l'enseignement professionnel et dans l'enseignement spécial, tel que défini par la loi cadre de l'enseignement national. L'enseignement technique, c'est pour... La volonté du législateur, c'est d'encourager, d'avoir des hommes de métier. Le pays a besoin du développement, donc le pays a besoin des gens qui connaissent dans des écoles techniques. Si vous êtes exclusivement dans ces domaines, donc l'exemption est là. Et si vous prenez en charge également des formations spéciales, des personnes avec handicap, ce type de formation, donc on peut bénéficier de cette exemption dans ces cadres-là. Mais former les agronomes, par exemple. Oui. Dans l'agriculture aussi. Oui, oui. Et donc, sur le plan de technique, donc la formation technique. Mais en dehors de ça, le dispositif est que on puisse toujours s'assurer de la vérification par l'administration. Ça ne se décrète pas. Donc, ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et pour les établissements d'utilité publique, c'est-à-dire les fondations, pour les ONG, comme j'ai dit, le principe est qu'il y a exemption. Mais pour cette exemption-là, ça ne sera pas seulement par rapport au statut qu'on est fondation, qu'on est ONG. Il faut venir au niveau de l'administration, présenter les documents qui sont exigés par la réglementation et finalement obtenir une attestation d'exemption. Est-ce que cette exemption peut également exempter la société ou l'ONG de pouvoir faire la déclaration? Quand on est, en principe, vous avez raison de soulever la question. Oui. Quand on est exempté, on est dispensé de l'obligation de déclaration. Voilà. C'est ça la conséquence de l'exemption. Oui. Mais quand on est exonéré, on a l'obligation de déclarer. Voilà. Donc ce sont... Dans les cas précis, directeur, qui sont en ce moment-là exonérés? Les exonérations sont accordées en vertu du Code des investissements. Oui. Quand on est admis au régime général du Code des investissements, à ce moment-là, le projet qui est accepté au niveau du Code des investissements, on a l'exonération. Mais on a l'obligation de déclarer. Oui. Et pour vous permettre de quantifier. Oui, c'est ça. Donc on a l'obligation de déclarer. Oui. Donc les exonérations sont dans ces cadres-là. Il y a aussi des exonérations qui sont prévues dans le cadre de zones économiques spéciales. Donc il y a des exonérations qui sont prévues, mais il faut rester dans les conditions et on vous accorde l'exonération dans ces cadres-là. Et qu'en est-il des exonérations dérogatoires? Les exonérations dérogatoires qui sont toujours combattues par l'administration, le travail est fait dans le sens de ne pas admettre des exonérations dérogatoires. Voilà. Parce que l'article 174 de la Constitution dit clairement qu'il ne peut y avoir d'allègements fiscaux, des exonérations qu'en vertu de la loi. Et donc, s'il y a une dérogation, il y a une exonération dérogatoire, ça signifie que ça viole la loi. Ça viole indirectement aussi la Constitution, qui pose la condition que seulement c'est la loi qui doit définir le cadre des exonérations qui peuvent être accordées. On continuera à sensibiliser les autorités qui accordent parfois ces exonérations pour que
les exonérations ne soient accordées que dans les cadres des lois qui existent, notamment le Code des investissements, notamment la législation sur les zones économiques spéciales. Mais qu'en dehors des régimes qui sont organisés pour avoir des exonérations, normalement, on ne devrait pas les avoir. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour cette précision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous rappelle ici que les exonérations dérogatoires et autres, parce qu'il y en a de toutes sortes, ont un impact négatif sur la mobilisation des recettes. Sur chaque milliard de francs congolais mobilisés par nos régies financières, nous perdons à peu près 400 millions de francs qui se volatilisent, qui auraient dû être mobilisés, mais qui se volatilisent parce qu'il y a des dérogations, plutôt des exonérations dérogatoires. Il faut éviter, et nous applaudissons de deux mains, monsieur le directeur, maintenant que le gouvernement, à travers l'administration fiscale, voit clair dans cette situation-là pour essayer de capter tous ces milliards qui lui échappaient jusque-là. Mais parlons maintenant de l'autre impôt. Exactement. Impôt sur le revenu des personnes physiques. Voilà. C'est là où c'est vraiment plus nous avons important. besoin de comprendre comment les choses vont se passer. Exactement. Vous êtes majeur, vous êtes un citoyen congolais, vous devez participer à la reconstruction de votre pays, à la production de la richesse nationale, même si vous êtes chômeur. Mais expliquez-nous comment ça va se passer. En partant de la Constitution, l'article que je venais de donner, d'indiquer, dans l'article 174 de la Constitution, donc la contribution aux charges publiques, c'est un devoir pour tous les citoyens. Une obligation. Donc c'est ça. C'est ça, c'est un devoir. On est citoyen. Donc on doit contribuer donc au financement des charges publiques. Dans cet esprit, le nouvel impôt veut atteindre tout le monde, toute personne physique, notamment ceux qui sont dans les activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, immobilières, dans des activités non commerciales comme des activités professionnelles. Donc toutes ces activités sont prises en charge par ce nouvel impôt. En ce, y compris les expatriés, s'il vous plaît. Effectivement, tout le monde. Voilà. Le nouvel impôt prend également en charge tous les employés, tous les travailleurs, tous les agents publics, les membres des institutions politiques qui sont des agents publics, les émoluments, les salaires, les primes, les collations. Donc tous ces revenus-là sont pris en charge par le nouvel impôt. Et quand on a de participation dans des activités, on est associé, on a des dividendes qu'on reçoit, donc on a des revenus, des capitaux mobiliers, on est concerné par donc, ce prélèvement. Quand on fait maintenant des transactions de cession de biens dans le cadre du patrimoine privé, c'est-à-dire des biens qu'on a, on a la valeur d'acquisition d'un bien. Par exemple, un véhicule, on a une voiture qu'on avait tel et tel prix. Et quand vous le cédez, s'il y a une plus-value, cet impôt s'applique également pour des plus-values. Quand on a une maison qu'on puisse donc vendre, on le vend. Quand il y a une plus-value qui se dégage, on est obligé de pouvoir retenir donc l'impôt des sociétés. Donc, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, cet impôt a un champ d'application plus large. S'il y a des exemptions dans le cadre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est au niveau de revenus salariaux, ça ne concerne que, je peux dire, des personnes qui relèvent d'autres puissances, d'autres États, notamment les ambassadeurs, les diplomates, ceux qui relèvent des organisations internationales, donc les fonctionnaires internationaux, qui ne sont pas concernés. Les fonctionnaires des organismes et du système des Nations Unies. Des Nations Unies, par exemple, donc de l'Union africaine, etc. Donc, et ils sont
ils ne sont pas concernés, ils sont exemptés dans le cadre de revenus. Il faut être vraiment des revenus salariaux. Revêtir cette qualité-là. Mais leurs engagés locaux, ceux qui sont recrutés localement et qui travaillent dans les ambassades, qui travaillent dans des organisations internationales, dans des représentations de ces organisations, sont concernés par donc l'impôt sur le revenu donc de personnes physiques. Sur le plan des activités, je peux dire agricoles, des activités industrielles, ne sont exemptés que ceux qui font le petit commerce. C'est-à-dire les petits agriculteurs, les gens qui vendent des cacahuètes sur la route, hein, donc les gens qui vendent à la criée, donc ceux qui sont concernés hein, donc un peu par la patente. Mais en dehors de ces personnes-là, tout le monde, toute personne physique est concernée par le nouvel impôt. Très bien. Alors là, je pense que vous allez avoir du boulot, monsieur le directeur, parce que c'est un impôt global. Il faut que vous ayez des yeux tellement gros et perspicaces pour voir tous les revenus que brasse un individu afin de capter et de lui retirer quelque chose qu'il doit donner à l'État. Est-ce que vous avez sur le plan technique l'outil de travail, les instruments de travail pour le faire? Parce que la loi est une chose, mais son application sur le terrain avec des instruments qu'il faut en est une autre. Sur le plan de l'organisation de l'administration et le suivi des contribuables, nous gardons toujours l'organisation des services par enjeux fiscaux. Donc il y aura toujours les grandes entreprises, au niveau de la direction des grandes entreprises. Il y aura les moyennes entreprises qui vont être suivies dans le cadre des structures actuelles opérationnelles au niveau des centres des impôts. Il y aura des entreprises de petite taille, mais divisées en petites entreprises et micro-entreprises qui seront suivies par nos services. Donc l'élément chiffre d'affaires et distinction de la capacité de suivi de ces contribuables, ça sera toujours assuré. Ce qui fait que nos structures vont gérer les deux types d'impôts, mais en fonction du niveau du chiffre d'affaires. Donc on peut avoir une grande entreprise, société, comme on peut avoir une grande entreprise. Par exemple. Une grande entreprise. Micro-entreprise. Bon, tout dépend du chiffre d'affaires. Oui. Oui. Tout dépend de l'organisation. Donc on peut aussi avoir une grande entreprise, personne physique, qui peut être suivie au niveau donc, de la DG. Alors, pour permettre à l'administration de suivre l'application de cette nouvelle législation, la législation a prévu des mécanismes de retenue à la source. Donc l'idée d'avoir des redevables légaux continuera à exister pour que des redevables réels. Et des redevables réels. Donc cette distinction existera pour permettre à ce que les redevables légaux soient les collaborateurs de l'administration dans le cadre de retenues qui sont prévus. Et que les redevables réels en assurent le suivi. Assure le suivi parce que donné est arrivé réellement au trésor et parce que ces redevables réels ont l'obligation de déclarer, de faire la déclaration annuelle. Très bien. Donc le mécanisme sur le plan de la législation est prévu dans ce sens-là. Donc il y a une distinction entre les redevables légaux et les redevables réels. Alors concrètement, s'agissant de revenus salariaux, les employeurs demeurent toujours des redevables légaux. Et ils auront toujours l'obligation de pouvoir retenir l'IRPP. Donc au titre de revenus. Et de reverser la totalité parce que d'autres consommés à la source. Effectivement. La loi, on l'a améliorée. S'il ne retient pas la source concrètement, il sera responsabilisé pour ça. Très bien. Clairement. Et s'il y a des suppléments d'impôts, ça sera à charge de ce redevable légal qui n'aura pas accompli son devoir tel que voulu par la législation. Donc déjà au mois de février 2026, tous les employeurs
devront procéder à la retenue et au reversement de cette retenue pour les activités du mois de janvier 2026 au titre de revenus salariaux et assimilés. Un peu comme dans le régime de l'impôt professionnel sur les rémunérations. S'agissant de revenus des capitaux mobiliers, chaque fois qu'on met à la disposition du bénéficiaire ces revenus, donc les intérêts, les dividendes, on doit procéder à la retenue et reverser également le 15 du mois qui suit le mois où on a mis à la disposition, où on a donc versé les revenus des capitaux mobiliers. On a également prévu, s'agissant de la plus-value des personnes physiques, qu'il y ait également une retenue. La retenue va être faite par l'acquéreur. L'acquéreur, c'est-à-dire le cessionnaire. Celui qui achète, celui qui obtient le bien, il doit connaître la valeur d'acquisition du bien au niveau du cédant, au niveau du vendeur, pour qu'il puisse retenir avant de donner le montant, le prix de la vente ou le prix de la cession au vendeur ou au cédant. Et au niveau vraiment des biens immobiliers, on a responsabilisé le conservateur des titres immobiliers. Il ne peut pas procéder à la mutation sans obtenir la preuve de la retenue et du reversement de la plus-value des personnes physiques sur ces opérations-là. Donc, on peut penser que, en dehors de ce dispositif réglementaire, législatif et réglementaire, il y a également l'aspect maintenant outils informatiques. Donc, des efforts sont menés au niveau de l'administration pour qu'on ait une application intégrée pour la gestion de l'impôt. Et on travaille avec un prestataire, un fournisseur, je ne sais pas citer le nom, de telle sorte que on puisse livrer cette application d'ici la fin de l'année. Mais s'il y a un retard, on va adapter les applications informatiques sur le plan de la gestion de l'impôt pour permettre le suivi. Et la réforme de la facture normalisée vient également apporter son concours, son appui, de telle sorte que l'essentiel des opérations qui sont faites par les opérateurs économiques puissent être saisis, suivis au niveau de l'administration, prise en charge au niveau de la banque de données, parce que ce sera en réseau avec l'administration. Au cœur d'un Congo en pleine mutation économique, chaque réforme compte. Aujourd'hui, notre nation franchit une étape majeure. Moderniser notre fiscalité pour la rendre plus simple, plus équitable et plus efficace. Bientôt, à partir du 1er janvier 2026, la réforme de la fiscalité directe devient réalité. L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques seront désormais instaurés comme impôt global, remplaçant les systèmes d'imposition cellulaire des revenus. Message de la Direction générale des impôts. En guise de conclusion, monsieur le directeur, je voudrais que vous puissiez nous faire rêver. Tout à l'heure, dans cette émission, je disais qu'en 2001, dans ces pays, on avait un budget de 300 millions, mais c'est sous les leaderships de Fathi Béton, le président actuel, que, à cause de son leadership, il a placé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut au niveau de l'administration fiscale, la haute direction dans laquelle vous travaillez, a réalisé dans l'histoire de l'administration fiscale pour la première fois le milliard de dollars le mois. Est-ce qu'avec ces réformes, nous pouvons dire que, vu la capacité contributive du pays, nous pouvons espérer que, bon, chaque mois, vous nous ferez des milliards, 1 milliard, peut-être à la fin de l'année, on peut espérer avoir une dizaine de milliards de dollars. Quelles sont les projections que vous avez en rapport avec ces réformes, même si ça doit aller crescendo? Effectivement, la réforme a pour ambition d'élargir l'assiette, d'enrichir les répertoires et en conséquence de mobiliser plus de recettes. Plus de recettes.
Mais on va aller, comme vous l'avez indiqué, progressivement. Progressivement. En 2026, on va recevoir les acomptes provisionnels. On va avoir les prélèvements spécifiques qui sont prévus dans la législation, également le reversement des retenues qui sont opérées. Mais en 2027, là, nous aurons alors les premières déclarations annuelles. Les déclarations annuelles des sociétés et toute autre personne morale concernée par l'impôt sur les sociétés, les déclarations des personnes physiques dans leur ensemble. Donc, à l'échéance du 30 avril 2027. Donc, on aura ça. Donc, progressivement, la réforme La courbe des recettes va monter. Et jusqu'à se tenir debout. donc, va monter et accroître. L'ambition de l'État, c'est que l'administration des impôts continue à être la première administration qui mobilise les recettes. Parce que les ressources internes de l'État doivent être réalisées par l'administration des impôts. Puisque l'administration des douanes doit avoir une autre ambition par rapport à des réformes sur le plan international pour encourager le commerce international. Et donc, il y aura moins de barrières douanières, etc. Donc, le rôle là de mobilisation des recettes va diminuer du côté des douanes, mais va continuer à augmenter du côté des impôts, ce qui est logique dans notre pays et ce qui est logique dans les autres pays. Alors, mot de la fin, en une phrase. Le mot de la fin, c'est de vous remercier d'avoir donné l'occasion à l'administration des impôts de pouvoir placer quelques informations en direction du public, de l'ensemble du public, qui suit cette émission plus importante de fiscalité et développement, afin de se préparer à l'application de cette réforme de la fiscalité directe. Directeur Mboko Djandima, directeur de la législation à l'administration fiscale congolaise, professeur d'université, mon professeur également, parce que c'est lui qui m'a appris la fiscalité avec d'autres directeurs, bien sûr, à la Direction générale des impôts. Nous vous remercions d'être venus sur ce plateau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez compris que la matière est abondante. Nous osons croire que nous allons voir avec la haute direction des impôts pour vous offrir un autre numéro. Toujours dans la même direction, afin que vous puissiez maintenant comprendre les tenants et les aboutissants de ces réformes. Mais avant de clôturer, nous voulons quand même adresser un message. Nous savons très bien que l'État congolais a besoin de moyens. Et c'est l'administration fiscale qui mobilise ces moyens, mais également toutes les régies. Mais nous aimerions que, au nom de la redevabilité, que l'État congolais puisse également penser à investir dans les secteurs productifs. Parce que quand on investit suffisamment dans les secteurs productifs, eh bien, il y aura création des richesses, il y aura création d'emplois, et toutes ces réformes ici seront bénéfiques au pays. Et il faut penser d'abord à booster ces réformes. Nous avons comme l'impression que souvent, nous avons l'habitude de mettre la charrue devant le bœuf, y compris chez les législateurs. On essaye chaque fois de manière automatique de relever les assignations sans implémenter en avance les réformes. On ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. Nous osons croire que le message est passé. Le gouvernement doit comprendre que l'argent appelle l'argent. Il faut donner suffisamment de moyens à l'administration fiscale, des grandes réformes qui sont en train d'arriver, et même l'identifiant fiscal unique, il faut le moderniser encore, le booster davantage pour l'élargissement de l'assiette, et surtout la motivation de ceux-là qui sont à la machine, de ceux-là qui produisent ces recettes-là. Il faut les motiver afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et nous osons croire que peut-être en 2027, 2028 et avant 2030, nous aurons un budget costaud ici en République démocratique du Congo. Portez-vous bien, santé de fer à tous et à la prochaine, bye bye.